Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de la Guilde. Aujourd'hui, exceptionnellement, on reçoit Greg. Comme toujours, salut à toutes et à tous. Ah non, c'est exceptionnellement. Ah oui, c'est exceptionnel, comme toujours. Dans cette émission, nous allons aborder le thème génial des crypto-monnaies. Vaste thème. Il va falloir que tu rentres dans les détails, mais avant ça, il faut que tu nous expliques globalement le concept pour ceux qui ne connaissent pas encore. Qu'est-ce que c'est une crypto-monnaie? Alors, c'est vrai que c'est un vaste concept. La crypto-monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui, ça permet d'avoir une monnaie virtuelle qu'on va garder dans son porte-monnaie virtuel et qui va nous permettre d'acheter plus tard des actifs, que ce soit directement dans cette devise-là qui est un crypto-actif ou en l'échangeant par exemple avec du bitcoin et vous l'échangez contre de l'euro ou contre du dollar. La crypto-monnaie fonctionne par bloc, donc ce qu'on appelle une blockchain. Pour le bitcoin, ça nécessite une proof of work, donc un proof of work, c'est-à-dire une preuve de travail, comme quoi les blocs ont été créés les uns après les autres dans la blockchain. Et ça permet d'avoir donc une sécurité et une inviolabilité du protocole, contrairement à ce qu'on peut retrouver dans une monnaie fiat ou dans tout le reste, qui elle, en plus de ça, s'imprime à coups de trilliards, alors que pour le bitcoin, on sait qu'il y en a une quantité limitée de 21 millions. D'accord, mais globalement par rapport à l'euro, oui. C'est pas une monnaie qu'on utilise pour faire ses courses au magasin du coin ou pour recevoir son virement de son salaire ou pour payer son loyer. La crypto-monnaie, c'est nous, en tout cas dans l'optique avec laquelle on le présente dans l'émission, là, c'est principalement pour les investisseurs. Oui, mais tu peux aussi t'en servir pour acheter des choses. C'est-à-dire que actuellement, il n'y a pas beaucoup de sites et pas beaucoup de biens que tu peux acheter avec du Bitcoin, par exemple. Mais il y a ce qu'on appelle des stablecoins également, qui sont disponibles dans tout l'univers crypto. Et avec ces stablecoins, on se retrouve à avoir par exemple un USDT, ça équivaut à un USD réel. Un USD, c'est un dollar. Voilà, un USD. Et un USDT, c'est la version numérique du dollar. Voilà, c'est ce qu'on appelle le Tether. Par exemple, si on prend l'USDC, donc c'est pareil, c'est aussi un stablecoin, ça va te permettre d'avoir pour un USDC, c'est exactement comme si tu possédais un vrai dollar américain. Ouais, mais quel est l'intérêt? Du coup, pourquoi pas avoir un vrai dollar? Alors, l'intérêt, c'est de pouvoir être dans le monde de la crypto avec une stabilité. Parce que sinon, le BTC, le TH et tout ça, le Bitcoin, l'Ethereum. Le Bitcoin et l'Ethereum, ce sont des cryptos qui sont très volatiles, donc qui peuvent prendre beaucoup de pourcents, mais en reperdre également beaucoup. Et quand on veut avoir une stabilité dans le monde de la crypto, on peut transformer ces Bitcoins ou ces Ethereum en USDC ou en USDT ou en BUSD qui est aussi le stablecoin de la plateforme Binance, ça on en parlera, enfin Binance en anglais. Et à ce moment-là, ça te permet d'annuler totalement la volatilité tout en gardant nos actifs dans notre portefeuille crypto ou sur notre exchange crypto. D'accord, donc c'est pour éviter le phénomène de quelqu'un qui se dit j'ai 1000 € et je vais m'acheter des cryptos avec parce que c'est à la mode. Oui. Je vais dépenser mes 1000 € pour acheter une crypto-monnaie X. Cette crypto-monnaie X, elle est sujette à cette volatilité. Donc 2 jours après, vos 1000 € ils en valent plus que 760. Puis après, ils sont à 1500. Donc vous commencez à sortir le champagne et ça redescend à 500. Ça, c'était ce qu'on pouvait avoir, les hauts et les bas qu'on pouvait avoir, la montagne russe de la crypto qui fait peur à tout le monde. Oui. Avec ce que tu expliques, les stablecoins permettent d'avoir exactement le même montant de ce qu'on a mis au début, c'est-à-dire que on dépense 1000 €, on va garder cette valeur de 1000 € en stablecoin, en crypto-monnaie stable, qui est indexée sur une véritable monnaie. Voilà, c'est ça, c'est payé, indexé. C'est collé au dollar, par exemple, dans ce cas-là. Quand on réencaisse exactement les 1000 € qu'on avait mis au début. Ça n'a pas perdu de valeur, mais ça n'a pas gagné non plus. Non. Donc là, du coup, on comprend que acheter du Bitcoin en espérant qu'il explose ou acheter de l'Ethereum en espérant qu'il explose, que son prix flambe et que quand on a acheté 1000 € 3 mois plus tard, on peut encaisser 3000 parce qu'il a triplé. Ça, c'est le côté investisseur. Par contre, ceux qui achètent... Spéculation, oui. C'est la spéculation. Ceux qui achètent des stablecoins, pourquoi ils le font? Alors, c'est quand on a besoin de faire une transaction. Par exemple, quand on sait qu'on est dans un bear market, comme actuellement,
Bear market, c'est quand il y a moins d'argent à gagner et que... Voilà, c'est quand le marché hiberne, quand on passe un petit peu en hiver crypto, et que là, on sait malheureusement que ça va soit stagner, soit continuer un peu encore à baisser. Donc là, par exemple, ceux qui étaient dans le marché crypto, qui ont fait des beaux profits jusqu'à maintenant, jusqu'au mois qui ont... Là, ça fait 2-3 mois que ça s'est calmé, mais avant ça, il y avait des beaux profits à prendre. Voilà, il y avait ce qu'on appelait le bull market. Le bull market, quand on en a bien profité et qu'on voit le bear market arriver, à ce moment-là, on convertit en stablecoin pour stabiliser, ne pas perdre de valeur, parce qu'on sait que c'est plus le moment d'essayer de faire de la capitalisation, c'est plus le moment d'essayer de faire des profits, plus atténuer les pertes, voire les annuler complètement, parce qu'en stablecoin, on perd rien. Non, on perd rien, on gagne rien, on attend, simplement. C'est pour permettre d'attendre sans être obligé de convertir nos BTC de nouveau en euros. Parce que là, à ce moment-là, sinon, on est obligé de déclarer une plus-value. Donc, puisqu'on reçoit de nouveau des euros sur notre compte bancaire, on est obligé de déclarer ce qu'on gagne, etc. D'accord. Ce que tu expliques, c'est que quand tu as des BTC, c'est-à-dire des bitcoins, si on doit les encaisser sous forme de fiat, c'est-à-dire l'euro normal ou le dollar normal, si vous nous regardez depuis les États-Unis, ça sort de l'univers crypto et ça redevient une monnaie comme on en a toujours connu. Voilà. Et là, à ce moment-là, elle revient dans le monde réel, elle est plus dans le monde numérique, et il faut la déclarer comme un gain normal. Alors que si on veut rester dans le monde crypto, on peut le transformer en stablecoin, qui lui aura la même valeur que l'euro qu'on avait mis au début, et il ne va pas perdre de sa valeur à cause des montées et des descentes, voilà, exactement, de la volatilité de la crypto-monnaie. C'est ça. Et ça permet également, dans un deuxième temps, mais là, évidemment, il faut s'y connaître, ça permet de pouvoir faire d'autres types d'investissements dans la DeFi, donc dans la finance décentralisée, qui est une autre branche de la crypto, qui est beaucoup plus technique, mais également beaucoup plus risquée et beaucoup plus volatile. Mais avec des stablecoins, il y a moyen de faire de jolis profits quand on sait comment les utiliser. Et également pour utiliser certains types d'arbitrage sur les plateformes, sur les exchanges. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très technique, mais ça permet de faire des profits tout en ne risquant quasiment rien. Je dis vraiment, là c'est vraiment le cas, les risques sont vraiment extrêmement minimisés avec ce type d'investissement. Oui, c'est le genre de choses que tu fais pour ceux qui sont sur la partie crypto de la black box. Tout à fait, oui, c'est ça. Investissement dans les arbitrages, dans le trading traditionnel avec suivi de tendance, etc. et dans la DeFi. Donc c'est pour ça que ça a un gros intérêt de pouvoir avoir accès à ces stablecoins. Bien entendu, à condition que les stablecoins soient validés, régulés et qu'ils soient effectivement vraiment en collatéral avec du vrai dollar ou du vrai euro, si c'est des euros stable. Qu'est-ce que ça veut dire du collatéral? Ça veut dire qu'ils doivent prouver qu'ils ont vraiment un stock de véritables monnaies équivalent à ce qu'ils ont en crypto-monnaie pour pouvoir rembourser les gens quand ils veulent encaisser. C'est ça. Contrairement à ce dont on parlait tout à l'heure avec l'USDT ou donc le Tether qui n'est pas qui n'a jamais eu d'audit, qui n'a jamais véritablement prouvé que les 68 milliards de market cap, ils ont vraiment 68 milliards de dollars derrière. Ça n'a pas été prouvé. C'est eux qui l'annoncent, mais c'est eux qui l'annoncent, mais on ne peut pas vérifier. Et ben contrairement à eux, le BUSD, qui est le stablecoin de Binance, le CEO de Binance, lui, a montré les audits, a montré que leur quantité je crois que c'est 28 milliards qu'ils représentent en market cap, il y a vraiment 28 milliards de dollars derrière et des actifs qui sont en bons au trésor américain, donc des actifs réels, tangibles, qui permettent véritablement de soutenir, pour un BUSD, on a vraiment $1. Donc, tant que l'économie américaine fonctionne et que l'économie mondiale fonctionne, un BUSD vaut véritablement $1. Contrairement à un actif crypto qui, lui, est basé sur la confiance et sur le protocole, sur le nombre de gens qui l'utilisent. Par exemple, un bitcoin peut valoir $1 à un moment. Moi, je ne pense pas que ça redescendra à $1, mais il a valu $1 à un moment. Oui, au tout début. Et maintenant, il en vaut plus de 17 000. Donc, tu vois, ça, c'est basé sur la confiance et sur l'utilisation que les gens en font, et également sur la confiance qu'ils ont pour le fait que ce soit une valeur refuge ou une valeur future refuge. Parce que pour l'instant, les gens au départ croyaient que ça pouvait être une espèce d'or numérique. On a bien vu que ce n'était pas le cas, parce que quand il y a eu des crises, quand il y a eu des mouvements, le Bitcoin a été fortement corrélé avec les mouvements du SP500 et les mouvements boursiers classiques. Donc ce n'est pas une valeur refuge comme l'or pour l'instant. Mais on en est quand même au tout début. Donc ça veut dire que peut-être que dans le futur, ça le sera. Ou en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un jeton déflationnaire. C'est-à-dire que plus on va aller dans le temps, plus il va prendre de rareté,
puisqu'il est limité à 21 millions, les euros et les dollars en circulation. Maintenant, il n'y a même plus aucun rapport qui nous dise combien il y a vraiment de dollars en circulation. Ce ne sont que des estimations. On ne peut pas savoir combien il y en a. Ça n'a rien à voir. Donc c'est une masse monétaire gigantesque. On ne sait même pas si la valeur du papier et de l'encre utilisée, on ne sait même pas si ça vaut encore ce que ça coûte. Oui, c'est le problème de l'inflation et d'imprimer comme ça à tire-larigot des trilliards et des trilliards. C'est que en fait, l'argent qui avait été gagné par les gens perd de sa valeur initiale, s'est dilué pour en faire toujours plus. Mais chaque dollar, chaque euro qui existait auparavant de cette impression illimitée a été dilué et a perdu de sa valeur. Oui, clairement. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas avoir avec le Bitcoin. Mais c'est la seule crypto qui fonctionne comme ça. C'est la seule qui soit limitée. Non, il y en a d'autres également. Il y a une autre crypto qui avait été inventée en 2016, je crois, qui est le jeton, c'est le DCR, il me semble. Et c'est une crypto qui a été un jeton qui a été inventé par celui qui a travaillé à l'élaboration du Bitcoin. Donc il a travaillé certainement, le fondateur de ce jeton-là, il a travaillé avec Satoshi Nakamoto et sur le protocole Bitcoin. Et en fait, il utilise exactement le même principe. Il a aussi son halving en même temps que le Bitcoin, donc la diminution par 2 du paiement des mineurs. C'est ça, à chaque fois qu'il y a un halving, c'est les mineurs sont rétribués à 2 fois moins de profit. Et c'est d'autant plus difficile de miner un bloc dans la blockchain à chaque fois. Donc la difficulté pour acquérir et pour construire un Bitcoin est exponentielle, devient de plus en plus longue et devient de plus en plus compliquée. Et les profits liés aux mineurs sont diminués. Donc, ce qui fait que le jeton prend de plus en plus de valeur fondamentalement. D'accord, c'est ce que j'allais demander en fait. Pourquoi c'est une bonne nouvelle le halving à chaque fois? On se réjouit quand il se passe un halving parce que du coup la valeur du Bitcoin augmente, mais les mineurs ils doivent pas se réjouir. Bah si, parce que techniquement la valeur du Bitcoin augmente considérablement et du coup il touche beaucoup plus de profit que par rapport avant le halving. Donc en fait, ça devient plus difficile d'en miner, c'est-à-dire d'en fabriquer. Alors le mining de crypto-monnaie, c'est la fabrication par une espèce de sous-location d'un réseau en fait de gens qui mettent leurs ordinateurs à calculer, qui sous-louent la puissance de calcul de leur ordinateur pour la validation des opérations et pour oui c'est ça en gros la validation des opérations et qui permettent de créer et de valider les opérations dans la blockchain. Oui. Donc on peut miner du Bitcoin, même si maintenant le matériel nécessaire est vraiment hors de prix. Oui, et le problème c'est que actuellement, comme on est encore, comme on le disait en bear market, là le miner le Bitcoin n'est plus vraiment rentable avec les machines. Il faut attendre à nouveau que ça remonte, que le prix remonte. Il y en a quand même qui continuent. Oui, parce qu'il y en a qui revendent de plus en plus leur matériel ou qui abandonnent, et donc du coup la difficulté diminue. Puisque moins il y a de gens sur le réseau, plus la difficulté pour le miner va être, va être plus facile. Plus il va y avoir de concurrence, plus ça va être difficile. Mais pour en revenir donc à cet autre jeton qui est dont je parlais juste avant, c'est pareil. Lui, il est avec un objectif déflationnaire. Quand le Bitcoin repassera à un niveau plus haut, ce DCR-là, je crois que ça s'appelle comme ça, enfin l'abréviation du token, il repassera de nouveau à un ATH, donc à un plus haut historique, équivalent au Bitcoin, pas en valeur de prix, mais en termes de pourcentage en montée exponentielle. Et il est aussi déflationnaire avec seulement 21 millions produits là actuellement, comme ça a commencé en 2016. Ils ont créé cette monnaie-là, Déflationnaire, ça veut dire que quand on en possède, le pouvoir d'achat que ça représente ne fait qu'augmenter. C'est ça. Contrairement contrairement aux euros qu'on a vu. Si je vous donnais 1000 euros il y a 10 ans, vous pouvez acheter moins de choses aujourd'hui avec. C'est ça. C'est toujours 1000 euros alors que le Bitcoin, il a beau avoir une valeur par rapport à l'euro et le dollar qui peut descendre, dans le temps, il est prévu mécaniquement pour gagner en puissance et en pouvoir d'achat. C'est ça. Donc il y a aussi l'Ethereum. Oui, qui lui avant était aussi en proof of work, donc il avait le même type de fonctionnement avec du mining, donc avec des mineurs qui validaient les blocs, etc. Les mineurs, on pouvait être des particuliers, on pouvait participer au réseau, fournir la puissance de son ordinateur et recevoir une compensation et recevoir des Ethereum qu'on a participé à fabriquer et qu'on pouvait garder. Oui. On peut toujours le faire, mais sauf que maintenant c'est moins rentable parce qu'il coûte pas assez cher pour que ça justifie le coût du matériel, le coût de la consommation électrique
et du coup, ça vaut plus le coup. Si vous avez de l'argent, il vaut mieux acheter de l'Ethereum directement et espérer qu'il remonte à 5 ou 10 000 €. C'est ça, et là, enfin, tu parles de l'Ethereum classique, donc le ETC. Pour ETH, on ne peut plus le miner parce que depuis août ou septembre, je crois, non, c'est août, c'est passé en proof of stake, donc en staking, et maintenant c'est tout un autre protocole. Donc c'est-à-dire que ce n'est validé que par la présence et la preuve que l'utilisateur possède de l'Ethereum sur son adresse, donc son wallet, et donc peut permettre de faciliter les transactions et la liquidité sur le réseau. Et donc maintenant ça fonctionne comme ça. Le problème c'est que ça recentralise beaucoup plus tout le système, parce que il y a moins d'acteurs, il y a moins d'acteurs, ça ressemble beaucoup plus à un système de centralisation comme on peut avoir avec la Banque Centrale Européenne ou avec la Fed, et donc du coup on a beaucoup moins l'esprit Satoshi Nakamoto qui était de décentraliser tout ça et que vraiment chaque utilisateur possède. Ça s'éloigne pas mal de la vision du Bitcoin, effectivement. Mais d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'autres cryptos qui ont cette vision-là de... Bah non, et c'est pour ça que moi je recommande, et même si c'est juste en optique d'investissement long terme ou d'actifs qu'on veut préserver pour se faire une espèce de réserve, si on croit suffisamment au futur des crypto-monnaies, c'est de bien évidemment posséder du Bitcoin, parce que c'est actuellement le roi des cryptos, c'est lui qui va décider de la pluie et du beau temps. Si le Bitcoin monte, toute la crypto, il tire tout le monde vers le haut. Voilà, et s'il baisse, c'est pareil, il tire tout le monde vers le bas. Donc toi, tu dirais, pour un portfolio bien équilibré, tu recommanderais quel pourcentage de crypto-monnaies en général ? Par rapport à un portefeuille global. Quelqu'un qui aurait 100 000 € à faire travailler, qu'est-ce que tu recommandes de... Alors, si c'est juste dans un but de garder la crypto, moi je recommande entre 5 et 10% maximum du portefeuille à garder tel quel, entre Bitcoin, Ethereum. Ce que tu appelles garder, c'est protéger son argent pour qu'il ne soit pas influencé par l'inflation. Tout à fait. Voilà. Et bien entendu, ne pas le garder sur les exchanges, donc directement sur les plateformes qui, elles, sont centralisées. Malheureusement, c'est plus du tout décentralisé comme c'était avant, mais parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec FTX. On n'est pas à l'abri de tout ça, même si je pense que au niveau de la sécurité et au niveau de la réputation et de l'enjeu de tout ce qu'il y a derrière les cryptos, Binance, eux, ils ont vraiment bien joué le coup. Disons, s'il y a une plateforme à recommander, c'est eux. Voilà, si vous devez absolument garder vos cryptos sur une plateforme, c'est ni Coinbase, ni Crypto.com, ni FTX. On n'est pas affilié du tout à Binance, mais c'est ce qu'on utilise et c'est ce qu'on recommande. Enfin, même si maintenant on l'utilise beaucoup moins puisqu'on sauvegarde vraiment en dehors du système. Voilà, moi c'est ce que je recommande, enfin c'est ce que beaucoup de gens recommandent également, et c'est une très bonne chose, c'est de le garder sur ce qu'on appelle des cold wallets. Donc vous gardez les clés, vous gardez la seed phrase, donc vraiment les clés privées de vos cryptos, et ce n'est que comme ça que vous pouvez le posséder. Parce que si vous avez, imaginons que vous avez 10 BTC sur Binance, donc 10 Bitcoins. Ces 10 bitcoins là, vous n'avez pas les clés. Vous les possédez pas réellement, même si c'est sur Binance. C'est Binance qui les possède, et c'est Binance qui vous les redonne si vous en avez besoin. Au moment où vous les demandez, oui. Alors que si vous les voulez véritablement avec l'esprit de Satoshi Nakamoto tel qu'il l'a créé, tel qu'il a vu. Comme si vous aviez des lingotins, des petits. Voilà, vous les donnez à votre banque. C'est soit vous les avez dans votre propre coffre-fort quelque part, enterrés dans le jardin. Soit vous les avez donnés ou confiés à une société de sécurité ou à une banque, mais à ce moment-là, vos lingots, ils sont pas là, ils sont à quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose avec le Bitcoin. Donc, sécurisez soit vos cryptos via un wallet, donc un portefeuille personnalisé, privé comme Trust Wallet ou MetaMask. Ça, je ferai des vidéos tutoriels dessus pour vous apprendre à comment le faire véritablement. Et si vous avez ce type de portefeuille, là vous possédez véritablement vos clés. Parce que ce sont des portefeuilles privés dont personne ne peut avoir l'accès à part vous. Et vous avez votre clé avec 12, 16 mots qui permet de récupérer la totalité de votre portefeuille. Et donc, c'est totalement sécurisé de cette manière-là. Personne d'autre n'y a accès. Bien évidemment, vous pouvez toujours vous faire hacker, ou si vous vous faites avoir avec du phishing, vous pouvez donner votre clé, etc. Ça, évidemment, il ne faut pas le faire. Non, mais d'une manière générale, c'est toujours mieux d'être responsable soi-même de la sécurité. Oui. Comme ça, on peut faire
le maximum et on peut du coup assurer soi-même la sécurité de son argent plutôt que de faire confiance à des plateformes qui peuvent se faire hacker et être la cible de beaucoup de gens. Exactement. Pour vous donner une idée, ce que j'utilise personnellement, c'est un tiers de mes fonds sur différentes plateformes pour les arbitrages, l'autre tiers sur des wallets MetaMask, et enfin encore une autre, le dernier tiers, sur des cold wallets comme Ledger. Donc Ledger, c'est une société française avec des millions et des millions de capitaux, reconnus par l'État, etc. Oui, oui. Et qui permet, avec une petite clé USB, de sécuriser totalement vos transactions et de posséder, vous pouvez posséder vos bitcoins sur la clé Ledger. C'est ça qu'on appelle un cold wallet. Donc c'est que comme ça que vous pouvez véritablement posséder vos crypto-monnaies. Donc là, tu parlais de ça parce que c'est pour ceux qui veulent sécuriser une partie de leur capital. Oui. Donc toi, tu recommandes 5 à 10% sous forme de crypto-monnaie. Donc ça serait réparti intégralement du bitcoin ou tu... Pour le stockage, c'est Bitcoin. Pour le stockage, ça peut être les deux. Moi, je pense que Ethereum a beaucoup de potentiel encore. Donc, quand on va repasser dans le prochain bull run, qui, je le rappelle, a des chances d'être dans l'année 2024, parce que ça va être à peu près ce qu'on calcule par rapport au halving du Bitcoin. Et je le rappelle encore une fois que ce n'est pas que le halving qui va créer un bull run, mais une cohérence de tous les événements qui pourraient être perçus comme positifs par rapport aux investisseurs et par rapport aux institutionnels. Si les institutionnels, donc les gros qui ont vraiment les moyens de faire bouger les choses, perçoivent qu'il y a du positif dans ce qu'il se passe à travers le monde et que ça correspond en même temps avec le halving, donc on aurait une convergence d'éléments. Et c'est cette loi de convergence qui ferait qu'on aurait de nouveau un bull run. Comme on expliquait dans des vidéos précédentes, c'est bien d'être positionné avant que ça se produise. Oui, parce que sinon on rentre... sinon il faudra racheter au moment où le prix est remonté. Et oui, il y a beaucoup de gens qui ont acheté à 60 000 du Bitcoin, 50 000 du Bitcoin. Actuellement, forcément ils sont en perte ou ils ont revendu et malheureusement c'est trop tard parce qu'ils ont revendu. Non, vaut mieux patienter. Il vaut mieux patienter ou acheter petit à petit comme on l'expliquait dans les vidéos précédentes. Mais donc oui, si tu veux stocker, idéalement, c'est posséder la crypto-monnaie la plus importante, le Bitcoin, et dans un état d'esprit un petit peu plus diversifié et un peu plus spéculatif, de l'Ethereum et éventuellement d'autres altcoins. Mais ça, c'est vraiment juste pour être très passif. Ça, c'est juste pour posséder. Activement, ce que je recommande, c'est évidemment de faire du trading, exploiter les différents avantages qu'on peut avoir dans le marché de la crypto, parce que c'est un marché très jeune. Donc, il y a des opportunités d'arbitrage, il y a des opportunités très intéressantes dans la DeFi et dans l'exploitation de certaines failles au niveau des stablecoins par rapport à d'autres cryptos, etc. Et ça, c'est évidemment ce qu'on fait dans la Black Box. Oui, mais ça c'est automatique. En fait, ceux qui en font partie, ils profitent de ces analyses et ils reçoivent immédiatement les bénéfices de faire tous ces arbitrages. Donc les arbitrages, explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Alors, c'est d'acheter une crypto-monnaie sur une plateforme A à un certain prix. Par exemple, disons, on achète, je vais vraiment résumer grosso modo, on achète du Bitcoin à 17 000 sur une plateforme A. Et grâce aux inefficiences de marché qu'il y a actuellement, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, beaucoup moins en bear market, mais en bull market, il y en a beaucoup. Il y a de la volatilité sur la plateforme B et le Bitcoin est à 17 150 par exemple. Il y a des différences de prix en fonction des plateformes. Donc quand on a des logiciels qui peuvent traquer en permanence le prix de toutes les plateformes principales, on s'aperçoit des différences de prix et le simple fait de les transférer de l'une à l'autre augmente la valeur de votre transaction et vous fait gagner du profit. C'est ça. Comme ça, en bénéficiant de ces inefficiences de prix. Parce qu'ils sont pas tous synchronisés, ils sont tous concurrents quasiment. Donc ils se mettent à jour en fonction de ce qui les intéresse, mais c'est pas toujours la même chose. Donc, en ayant les logiciels qui permettent de savoir quand il y a une différence, on peut jouer sur cette différence et faire un profit garanti à 100%, parce que c'est simplement un virement qu'on se fait d'un compte à l'autre. C'est d'acheter quelque chose à pas cher et de le revendre plus cher. Voilà, c'est comme si tu pouvais acheter un vrai billet de 100 €, je vous parle pas de fausse monnaie, un vrai billet de 100 € que vous achetez 95 €. Moi j'en demanderais des caisses. Oui, c'est un peu ce qu'on fait. Voilà. Alors le problème de l'arbitrage, c'est bien évidemment, c'est le seul revers de la médaille, c'est qu'il y a peu de volume. Donc peu de volume de transactions parce que effectivement il y a moins d'acteurs dans le marché actuellement. Et puis à l'œil nu, c'est pas vraiment visible.
Non, c'est pas vraiment visible parce que nos algorithmes scannent quand même les quasiment 28 000 différentes cryptos qui existent. 28 000 altcoins et petites cryptos qui sont évidemment des tout petits market cap. Parce que, bien entendu, vous verrez jamais de possibilité d'arbitrage, même en termes de rapidité algorithmique sur l'Ethereum ou sur le Bitcoin. Non, là, ils sont tous synchronisés. C'est bien trop gros et c'est bien trop... Il y a trop de volume et c'est synchronisé partout. Il faut pouvoir suivre les petits projets. C'est ça. Sur différents altcoins, là, par contre, il y a toujours des opportunités. Beaucoup moins en bear market, mais il y a quand même largement de quoi tirer son épingle du jeu et profiter des différentes inefficiences de prix qu'il y a. Et donc du coup, là pour conclure sur la partie crypto de la Black Box, donc c'était c'est le 5e pilier en fait, même si on n'a pas un classement, et ça représente à peu près 20% de ce qui est les profits. Oui, même plus que ça. Oui. Plus que ça, parce que actuellement, là où tout le monde a vendu et tout le monde est parti, quand tu sais vraiment quoi faire et quand tu sais comment exploiter les choses, bah au final c'est prendre très peu de risques pour des super reward risk ratio. Et c'est pour ça que là actuellement je trade même, ça dépend des fois, mais là actuellement je trade plus la crypto. Quand je dis je trade, c'est pour vraiment globaliser tout ce que je fais, parce que je veux pas à chaque fois dire arbitrage, machin, ceci, cela. Mais je trade quasiment 50% de tout ce qu'il y a là actuellement sur la crypto. Donc dans la partie black box, on a plus de 50% ou parfois moins de 50%. Oui, c'est mis à jour dynamiquement en fait, en fonction des opportunités, en fonction de ce qui s'affiche pour toi, ce que tu suis, ce que tu pilotes. Parce que même si nos algorithmes sont précis et savent exactement quoi faire quand on voit les opportunités et quand ça les détecte, il n'y a absolument aucun moyen de prédire à l'avance ce qu'il va y avoir demain. C'est au moment où ça apparaît qu'il faut être là et qu'il faut profiter des opportunités. Donc oui, demain, ça se trouve, comme on est dimanche là, enfin demain on est dimanche, ça se trouve, ça va être 60% qui va être utilisé sur ça. Et puis le lundi, parce qu'il y a différentes news au niveau de l'économie mondiale, etc., ça se trouve, ça va être beaucoup plus intéressant de re-switcher sur le SP500 et le Nasdaq parce qu'on est en début de semaine. Ça se trouve, il y a un enthousiasme avant Noël des professionnels ou exactement l'inverse. Une prise de profit des professionnels avant la fin d'année, donc une diminution des volumes. Donc, s'il y a diminution des volumes dans le monde de l'économie traditionnelle, eh ben, il vaut mieux passer sur une économie plus jeune, sur une économie qui ne dort jamais, puisque je rappelle que la crypto, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, contrairement au Forex, au SP500, voilà, ou au marché boursier. Donc, vous voyez, c'est très variable. Et c'est pour ça qu'il faut avoir cette flexibilité et ne pas être marié à un actif et bouder un autre. Il faut être vraiment... Après, il faut les moyens techniques de tout suivre et avoir... bien entendu. Là, je parlais en termes d'intérêt de faire partie de la Black Box. Voilà. Et de distribution du capital de la Black Box. Ok, bah c'est super intéressant. Du coup, là, ce qui est sympa à voir aussi, c'est que tu vas enchaîner dans la foulée. On va filmer une vidéo qui va vous résumer ce que ça a pris cette semaine. Oui. Donc, on va voir, tu vas nous faire un point. Surprise, on vous dit pas. Non, non, faut regarder la prochaine vidéo. On va voir ce qu'il y a eu comme trade pour les abonnés et ce qu'il y a eu comme trade au niveau de la crypto. On verra si ça valait le coup cette semaine. Oui, je peux aussi faire un résumé sur la crypto, bien entendu. Parce que comme ça, vous verrez et sur le Forex et sur la crypto. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Normalement, quand vous voyez cette vidéo-là, le lendemain, on sort la vidéo qui résume toute la semaine. C'est ça. À bientôt pour une prochaine émission. À bientôt. Salut.